Il est 10 h ici à Paris et à Berlin. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Le Hamas dit à l'instant que de nouvelles négociations de trêve n'ont plus d'intérêt après la publication du projet israélien pour Gaza. Conquérir, contrôler l'enclave palestinienne, un plan qui a provoqué la colère des familles d'otages, l'inquiétude des Gazaouis. Paris, de son côté, condamne de manière très ferme. On y reviendra. Les Allemands attendent de pied ferme leur nouveau chancelier, le conservateur Friedrich Merz, qui doit prendre les rênes du pays aujourd'hui. Après le vote du Bundestag, il a promis le retour de l'Allemagne, tant économiquement que sur la scène internationale. A-t-il les moyens de ses ambitions? Question posée. Amis des années 80, vous vous souvenez sans doute de cette série américaine, L'homme qui tombe à pic, histoire d'un cascadeur hollywoodien qui joue les chasseurs de primes à ses heures perdues. Quel rapport, me direz-vous, avec le nouveau chancelier allemand? Eh bien justement, qu'il est peut-être celui que certains Allemands attendaient pour redonner des couleurs à leur pays et qui n'aurait pas peur de prendre des coups. Une Allemagne que l'on a dit fatiguée, Scholzisé, dont le nouveau dirigeant conservateur a vendu le retour pendant la campagne. Deutschland ist zurück en allemand dans le texte. Tiens, voilà qui nous rappelle America is back du président Trump, dont Merz, l'atlantiste, a acté la trahison. Qu'a-t-il promis pour son pays et pour l'Europe qui a la guerre à ses portes? Sera-t-il celui qui pourra contenir la poussée de l'extrême droite? Merz, l'homme qui tombe à pic? Question posée aujourd'hui à mes invités. Caroline de Camaret, Paul Maurice et Patrick Martin-Génier. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en. Et c'est parti. Bonjour Caroline de Camaret. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, chef du service Europe de France 24. Bonjour Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et bonjour Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de L'Europe est-elle un avenir, une approche critique de la construction européenne, qui est sortie chez Studirama et dont on attend une nouvelle mouture d'ici quelques semaines. Avant de retrouver Anne Maillet à Berlin, je l'espère, Caroline, quelques mots de cet homme, 69 ans, Friedrich Merz, qui doit être officiellement investi aujourd'hui chancelier de l'Allemagne. 1m98, un homme grand, mais sera-t-il un grand chancelier pour l'Allemagne? Alors déjà, quand même, notons que c'est quelque chose d'assez innovant dans la politique allemande. Il n'a jamais occupé de poste exécutif. En fait, il a été mis au placard littéralement dans les années 2000 par Angela Merkel, qui voulait surtout pas qu'il soit chancelier à sa place. Il n'y avait qu'un poste, effectivement. Un seul fauteuil pour deux. Elle l'avait souligné. Et donc, il s'est d'ailleurs très mal remis de cela. Et en quelque sorte, aujourd'hui, il accède à la chancellerie en forme de revanche sur Angela Merkel. Et d'ailleurs, il n'a pas exactement le même pédigré qu'Angela Merkel. Déjà, contrairement à elle, qui était, vous vous en souvenez, fille de pasteur de l'ex-RDA, qui n'avait pas assisté à la construction européenne de l'après-guerre, lui, c'est vraiment un homme conservateur de l'Ouest, originaire d'une petite ville au cœur donc du Sauerland, le land de la Rhénanie du Nord, Westphalie. C'était un atlantiste convaincu. Il était donc très proche, il se sentait très proche des États-Unis. Et d'ailleurs, il avait pris la présidence d'un influent think tank Atlantic Brücke, où se croisent les PDG, les élus et les chanceliers, en effet. Et il était devenu millionnaire grâce à l'introduction en bourse d'une société suisse. Et finalement, il est arrivé à cette chancellerie. Et il est en train de bouger sur ses bases. Et c'est ça qui est très intéressant chez cet homme. C'est finalement son renouvellement. Vous l'avez dit, le choc fondateur, en quelque sorte, c'est la présidence Trump qui a remis à plat, finalement, cette idée d'un atlantisme absolument inconditionnel, y compris chez Friedrich Merz, qui a très vite démontré des signes de sa volonté d'une indépendance stratégique européenne. Paul Maurice, on a dit de cet homme qu'on a appelé en référence aux années Merkel, qu'on a vu d'ailleurs Angela Merkel tout à l'heure au Bundestag, qui a été très applaudi, qu'il était celui qui attend. On a dit de lui que c'était l'anti-Merkel.
C'est en partie l'anti-Merkel, ou Merkel est plutôt Friedrich Merz. Vous évoquiez les années 80, Friedrich Merz est un homme des années 1980. C'est l'héritier de la CDU traditionnelle, de Konrad Adenauer et bien sûr de Helmut Kohl. Il a eu pour maître Wolfgang Schäuble, francophile convaincu de l'ouest de l'Allemagne, et il a finalement cet ADN, plus qu'Angela Merkel, de la démocratie chrétienne allemande traditionnelle et libérale. Donc d'une certaine manière, c'est Angela Merkel qui avait fait bouger les lignes de la démocratie chrétienne. Friedrich Merz, c'est un atlantiste, vous l'avez souligné, mais c'est aussi un franco-allemand convaincu. Et en cela, il est l'héritier de Konrad Adenauer, pour qui l'intégration à l'ouest de la RFA dans l'après-guerre allait de pair entre intégration vers les États-Unis et intégration européenne via le couple franco-allemand. Donc il est un peu la synthèse de tout ça. Maintenant, ça c'est sur le papier. Que va-t-il faire ? Angela Merkel a validé le contrat de coalition. Est-ce que c'est un baiser de la mort d'Angela Merkel sur Friedrich Merz en disant, eh bien regarde, aujourd'hui, ce que j'ai fait hier, tu es obligé de le faire aussi puisque les circonstances s'y prêtent. Avant de vous entendre, Patrick Martin-Genier, on va prendre la direction de Berlin où nous attend Anne Maillet, notre correspondante en Allemagne. Bonjour Anne, un homme qui a beaucoup d'ambition et qui a, on l'a dit, réfréné cette ambition pendant plus de 20 ans. Ambition pour lui-même et beaucoup d'ambition pour son pays. Oui, absolument. Friedrich Merz n'a pas d'expérience gouvernementale, mais une très longue expérience politique et parlementaire. Il a commencé sa carrière très jeune au sein de la CDU. Après un passage au Parlement européen, il a rejoint le Bundestag en 1994. Et c'est là qu'il est tombé effectivement sur sa principale rivale, Angela Merkel. Donc après avoir quitté la vie politique, y être revenu après que Angela Merkel ait tiré sa révérence. Il prend aujourd'hui la tête de ce gouvernement, d'un nouveau gouvernement. C'était une de ses ambitions principales lorsqu'il est entré dans la CDU tout jeune dans l'ouest de l'Allemagne, dans le Sauerland à l'époque. Alors sur le fond, c'est vrai que c'est l'héritier d'Helmut Kohl, de Konrad Adenauer. Il est très libéral sur les questions économiques, très conservateur sur les questions de société. C'est un adepte de la rigueur budgétaire. Mais on l'a vu, avant même son entrée en fonction, il a dérogé à un certain nombre de ses principes, notamment en raison de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, en faisant suspendre, par exemple, le frein à l'endettement pour les dépenses de défense. Donc, il est en train d'opérer une mutation alors que ce gouvernement entre en fonction et les défis à relever sont énormes parce qu'évidemment, il y a la défense, mais il y a aussi l'économie après 2 années de récession. Et puis, il s'agit aussi, bien sûr, de redonner confiance aux Allemands en la politique. Et c'est plutôt mal parti puisque un tiers des Allemands estime que ce nouveau gouvernement dirigé par Friedrich Merz ne fera pas mieux que la coalition sortante d'Olaf Scholz. Avec des images en direct du Bundestag, on a aperçu à l'instant l'ex-chancelière Angela Merkel, un homme, Anne, qui tranche avec l'ex-chancelier Scholz, bien sûr sur le fond, mais aussi sur la forme. Il va pourtant gouverner avec certains membres du parti de l'ancien chancelier. Oui, alors c'est vrai que cet alliage entre les conservateurs et les sociodémocrates, que l'on appelle ici en Allemagne la grande coalition, est en réalité devenue une petite coalition, puisqu'à eux deux, ces partis ont recueilli environ 45% des voix aux législatives anticipées de février. Et pour comparaison, la première grande coalition d'Angela Merkel est arrivée au pouvoir en 2005 et elle disposait d'une majorité de 70% des voix. Donc en réalité, c'est vraiment un mariage de raison. Beaucoup de nouveaux visages vont entrer dans ce gouvernement. Un certain nombre de ministres sont connus, notamment le ministre de la Défense sortant, Boris Pistorius, qui reste en poste. Et c'est vrai que cette constellation, finalement, c'était un peu la seule possible en raison de la progression de l'extrême droite aux dernières élections. Après, ceci dit, dans le contrat de coalition, chacun y trouve un peu son compte. Les sociodémocrates ont obtenu le maintien du niveau des retraites
retraite et une augmentation du salaire minimum. Les conservateurs, eux, ont obtenu des allègements fiscaux pour les entreprises et un durcissement de la politique migratoire. Ensemble, ils se sont également mis d'accord sur une augmentation massive, je vous le disais, des dépenses de défense, mais aussi dans les infrastructures. Mais encore une fois, cette coalition démarre vraiment dans un grand climat de défiance et redonner confiance aux Allemands, ça sera aussi l'une des priorités de ce nouveau gouvernement. Maillé à Berlin, merci beaucoup Anne. On a aperçu sur les images en direct Olaf Scholz dont la coalition a volé en éclats à l'automne dernier. Patrick Martin-Jeunier, dans quel état se trouve l'Allemagne dont Friedrich Merz s'apprête à prendre les rênes? On a parlé d'un pays fatigué, on a parlé d'un pays en colère, d'une espèce de pessimisme, d'une morosité. Il y a quelque chose à impulser là? Oui, je pense. C'est un pays qui rencontre des difficultés, qui est en récession depuis 3 ans maintenant. Pour moi qui connais beaucoup de gens qui travaillent en Allemagne, les grands fleurons de l'industrie allemande sont en grande difficulté, licencient. On a les banques, Thyssen, on a Bosch, on a Volkswagen, qui sont quand même les fleurons de l'industrie allemande, qui licencient à tour de bras. Il y a des difficultés sociales, il y a des grèves également dans la fonction publique, locale, communale, mais également dans les transports. On a une Allemagne qui, effectivement, aujourd'hui fracturée, qui rencontre des difficultés économiques et sociales. Et c'est cela, aujourd'hui, plutôt que le thème migratoire, d'ailleurs, qui est la principale préoccupation en Allemagne, c'est le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, oui, il y avait une grande attente. Il y a une grande attente. J'étais moi-même à Berlin pour les élections le 23 février. C'était cela. Avec une montée, il faut souligner également de l'extrême droite, de l'AfD, qui placardait beaucoup de messages à Berlin en disant « Nous sommes pour la liberté d'expression ». On était en plein dans le Trumpisme, en quelque sorte. Et voilà. Et c'est d'autant plus inquiétant que les derniers sondages qui sont faits par l'un, d'ailleurs, qui a été dont on a fait part par l'un de vos correspondants, Monsieur Thibault de RFI à Berlin, disait que d'ores et déjà l'AfD était encore au-dessus de la CDU dans les sondages qu'il y avait de nouvelles élections. Ce qui veut bien dire que d'ores et déjà, les Allemands semblent un peu déçus par ce qui se passe en Allemagne. 2 mois après ces élections, on attend beaucoup de Friedrich Merz, mais il y a déjà, d'ores et déjà, beaucoup de déçus avant même qu'il ait commencé à gouverner. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura pas d'état de grâce, Caroline, et pour cela, notamment sur le sujet économique, il faut frapper vite, il faut frapper fort. Oui, alors déjà, la mention de l'AfD est intéressante parce que ça a été une des grandes erreurs de campagne de Friedrich Merz. Friedrich Merz a rompu le fameux cordon sanitaire et a souhaité voter des lois, en effet, sur l'immigration avec l'AfD, ce qui n'avait jamais été fait d'après-guerre. Alors ça, il a payé quand même assez cher dans les urnes, c'est-à-dire qu'il était très en avance, etc. Mais tout de même, ça lui a été reproché évidemment par Angela Merkel qui ne le loupe en aucun cas. Et ça lui a été reproché aussi par ses propres électeurs. Donc ça... il va marcher un peu sur les terres de l'AfD, parce que dans son programme de coalition, il y a le renforcement de la politique migratoire. Mais ce n'est pas ça qui va lui donner des bons chiffres économiques. En effet, ce qu'il y a tout de même de très intéressant, et je vous disais, c'est en rupture véritable avec le programme des chrétiens démocrates, c'est ce qu'il fait sur le plan économique et de la défense. Et là, en effet, les Français en particulier et les Européens regardent d'un très bon œil l'adoption le 18 mars d'un paquet de 1 000 milliards d'euros de dépenses pour financer l'effort de défense et la modernisation du pays. Un pays qui, en effet, a besoin de modernisation. Ça ne marche pas aussi bien qu'on le croit à l'Allemagne. Les autoroutes ne sont pas au niveau. Enfin, je veux dire, les infrastructures sont véritablement dégradées. Et évidemment, quand les Allemands investissent dans leur... finalement, investissent tout court, eh bien, c'est l'Europe entière qui a une impulsion, qui a un bénéfice économique. Et c'est aussi ce qui est attendu de lui. Caroline, je vous coupe pour raconter ce qui se passe sur les images et cette information qui nous parvient à l'instant. Figurez-vous qu'il n'a pas obtenu, Merz, la majorité nécessaire à l'instant pour être élu chancelier au premier tour de vote au Bundestag. Il y aura un second tour, je crois, dans 15 jours. Paul Maurice, la marge de la coalition était assez faible. Je crois que c'est une dizaine de voix. Qu'est-ce que ça dit, là, cette situation ?
Cette situation, elle dit en fait la difficulté du Parti social-démocrate à mobiliser ses troupes, puisqu'on a vu que la CDU a été bien rassemblée derrière Friedrich Merz, malgré les merkeliens qui restent, le chef du parti reste le chef du parti, et on voit vraiment la difficulté pour ce Parti social-démocrate à se résoudre à cette coalition avec Friedrich Merz. Alors la majorité était ténue, 12 voix, et ça pose aussi la question de l'héritage d'Olaf Scholz à la tête du parti, Lars Klingbeil, que l'on promettait comme chef comme chancelier, chancelier adjoint et ministre des Finances, n'a pas réussi à mobiliser ses troupes. On a eu quelques tensions au sein du parti entre une aile gauche qui était très critique vis-à-vis de ce contrat de coalition, pour qui on faisait trop de concessions, et visiblement elle s'est exprimée dans les urnes aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que in fine ils ne voteront pas? Je pense que c'est surtout une marge de négociation. Et tout ceci est très pénalisable pour Friedrich Merz parce qu'il va devoir encore faire des concessions, comme il en a fait pour le vote qui vient d'être évoqué sur la réforme du frein à l'endettement, et donc qui va démobiliser encore plus ses électeurs. Donc les conséquences peuvent être assez lourdes pour Patrick Martin-Jeannier, voilà, l'actualité en direct. C'est pas vraiment le scénario auquel on s'attendait. Non, pour moi c'est un rebondissement. Il lui manquait 6 voix visiblement. Oui, non mais attendez, hier on a vu Olaf Scholz partir en fanfare de la chancellerie, il fait ses adieux comme traditionnellement, avec l'armée, la fanfare, la musique, tout ce qu'on veut, et d'un seul coup donc Friedrich Merz devait arriver à la chancellerie ce matin, puis voyez, en direct, eh bien, il échoue. Et donc, c'est quand même un rebondissement extraordinaire, un événement politique majeur en Allemagne, je dois dire. Et c'est inédit. Oui, c'est ça. Inédit. Alors que, oui, c'est inédit. Et donc, ça montre bien qu'il y a une coalition d'ores et déjà, c'est ce qu'on venait de dire, qui est fragile, extrêmement fragile. Une douzaine de voix d'avance. Il y a donc des gens, sans doute au Parti social-démocrate ou ailleurs, qui ne lui font pas confiance. Donc, c'est d'emblée une coalition qui va être extrêmement fragile. Va-t-elle durer longtemps, sachant qu'on a des forces centrifuges d'extrême droite qui représentent, je crois, 152 députés, le deuxième parti au Bundestag. On voit d'ores et déjà que ça va être extrêmement difficile. Et donc, on voyait là au Bundestag le chancelier Scholz sortant, qui de fait va le rester encore. Il y avait une mine assez déconfite il y a quelques instants. Oui, mais il avait les mains dans les poches en disant je vais rempiler encore. Donc, c'est un événement politique majeur en Allemagne. C'est d'autant plus un revers pour justement Friedrich Merz, qu'il a dit je vais le faire très vite. Au grand moment, les grands moyens, il n'y a pas de temps d'attendre. Il faut que cette coalition soit sur les rails, que ce contrat de coalition, et en effet, il a été signé hier. Tout semblait sur les rails pour lui, pour devenir le 10e chancelier d'Allemagne et aller rencontrer le président Franz-Walter Steinmeier, qui devait le recevoir au palais présidentiel de Bellevue. Et là, finalement, c'est contré par en effet les urnes. Alors, on a quand même oublié de mentionner peut-être dans son portrait que c'était un homme qui manquait un peu de charisme, de capacité finalement de convaincre, peut-être à la tribune, on va dire ça. Pourtant, on dit de lui qu'il a le verbe franc, qu'il dit les choses. Voilà, il dit sans doute les choses, mais en l'occurrence, là, par exemple, en effet, c'est assez inédit dans l'histoire de l'Allemagne, et je dois dire que, alors ils vont revenir, bien entendu, revoter, c'est pas tout à fait perdu pour lui, mais c'est compliqué. La négociation des postes de chancellerie a été très compliquée, en effet. Là, en l'occurrence, au SPD, on avait quand même laissé la part de choix. Il devait occuper notamment, peut-être même un poste de vice-chancelier au puissant ministère des Finances. Et puis, on l'a dit, à la Défense, avec toujours Boris Pistorius. Et donc, ils obtenaient une grosse part pour un parti qui a fait un score quand même historiquement bas, le Parti social-démocrate, dans les urnes. Donc la justice, le travail, l'environnement, la coopération, c'est une histoire de poste, c'est une histoire de direction politique, et puis c'est une histoire en effet, quel parti n'a pas réussi à faire le plein de ses voix et imposer la discipline partisane? Ça, c'est une véritable question. Si vous nous rejoignez sur France 24, je vous rappelle l'information de la matinée. C'est pas le scénario auquel on s'attendait. À l'instant, donc, au Bundestag, le conservateur Friedrich Merz n'a pas obtenu la majorité requise pour être élu aujourd'hui chancelier de l'Allemagne au premier tour, et ce, malgré l'accord de coalition avec les sociaux-démocrates du SPD. Le Bundestag se réunira à nouveau dans 14 jours pour élire soit Friedrich Merz, soit une autre personne à la chancellerie. Paul Maurice, pour revenir sur la question du temps, la coalition précédente qui avait d'ailleurs une majorité plus large a chuté à l'automne dernier. Les élections ont lieu au mois de février. On est début mai. Ça fait donc un moment que l'Allemagne
l'Allemagne. On sait que ça prend toujours du temps, les formations de coalition en Allemagne, mais ça fait un moment que l'Allemagne attend, que les Allemands attendent, et on le disait, ils ont exprimé déjà à plusieurs reprises le fait qu'ils n'avaient plus le temps d'attendre, ces Allemands. Ils n'ont plus le temps et nous n'avons plus le temps. C'est-à-dire que personne n'a le temps, étant donné la situation géopolitique internationale. On a évoqué Donald Trump et son accélération du temps avec ses allers et retours sur les questions tarifaires. Et tout ceci va perturber ce calendrier très précis que Friedrich Merz avait mis en place. Le déplacement à Paris demain et puis à Varsovie. Le fait qu'il Donc c'est annulé aussi, ça. Bien sûr. Il n'est pas chancelier, il n'est que simple député. Mais il est déjà allé à Paris toutefois. Il est venu à Paris, il s'est présenté à Paris de manière un peu officieuse. Mais là, il ne va pas pouvoir venir pour un entretien officiel comme chancelier face au président de la République. Il ne va pas pouvoir aller voir Donald Tusk à Varsovie. Et il ne pourra pas participer à la communauté politique européenne, ce qui était dans son agenda, à un moment où on réfléchissait au soutien à l'Ukraine, avec les Britanniques notamment. Et puis, je rappelle que l'Ukraine est membre de cette communauté politique européenne. Donc, tout cet agenda qui devait se dérouler jusqu'à l'été, au moins les premiers jours, pour rassurer cet électorat un peu flottant dans l'entre-deux, va encore durer. Et comme je disais, ceci va avoir des conséquences au sein de son propre parti, parce qu'on va voir, ce qui a été souligné, son absence de leadership en Allemagne. Et donc, s'il n'a pas ce leadership en Allemagne, comment va-t-il pouvoir, c'est la question qu'on va lui poser, mener ce leadership à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Donc on a un chancelier qui est certes affaibli avant même d'avoir commencé. C'est le chancelier qui ne tombe pas à pic, qui n'arrive pas finalement dans la vie politique allemande. Vous pouvez changer le titre tout de suite, le titre, s'il vous plaît. L'homme qui ne tombait pas à pic. Précisément, c'est un remake de la série américaine des années 80. Oui, Patrick Martin-Genier, pas le temps d'attendre. À un moment, l'Union européenne est confrontée à l'un des moments les plus incertains depuis sa création, cette guerre en Ukraine à ses portes, et effectivement on n'a pas le loisir, je dis on, les Européens n'ont pas le loisir d'attendre X mois, que ce soit lui, un autre, etc. Oui, il y a urgence, une Allemagne affaiblie, eh bien ça ne va pas dans le sens des intérêts de l'Europe ni même de l'Ukraine. Il y a eu ce paquet donc de 500 milliards d'euros pour l'Ukraine, 1000 milliards au global, mais 500 milliards pour l'Ukraine, je crois, pour le réarmement, pour les infrastructures. On en a besoin. Et pour l'Europe, la relance de l'Europe, on sait très bien que le président Macron a reçu... j'allais dire le futur chancelier, on verra bien s'il reste, le futur chancelier à l'Élysée. Ils ont discuté. J'avais moi-même eu la chance de pouvoir m'en entretenir avec des diplomates à Berlin sur cette nécessaire relance de la coopération franco-allemande au moment des élections. On attend beaucoup de Friedrich Merz, qui, comme vous l'avez dit, est un Européen convaincu. S'agissant de l'Ukraine, beaucoup de gens ont dit enfin il va livrer des Taurus à l'Ukraine. On attend du futur chancelier qu'il livre des Taurus. Et on voit bien aujourd'hui que c'est la grande difficulté. Quelle attitude vis-à-vis de l'Ukraine, dans le cas d'une montée de l'extrême droite aussi en Europe? Quelle attitude face à Donald Trump? Quel outil de la relance de la coopération franco-allemande? Tout ça, ce sont des thèmes, mais urgents. Il y a une fenêtre d'opportunité, mais dans les 2 ans qui viennent. Pourquoi? Parce que d'une part, il est fragilisé. En France, Emmanuel Macron, son mandat va terminer dans 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour une relance de la coopération franco-allemande, mais une Allemagne affaiblie, comme une France affaiblie d'ailleurs, ça va pas le faire. Et c'est ça la Caroline, les relations entre Scholz et Macron étaient passablement mauvaises. Et à Paris, on misait beaucoup sur ces 2 hommes d'ailleurs qui ont, vous l'évoquiez tout à l'heure, le parcours dans la finance de Merz. Il y a des points communs. Les 2 hommes ont des choses sur lesquelles ils il y avait beaucoup d'attentes pour que ce couple franco-allemand soit un peu plus harmonieux. Déjà, il est sur le fond et c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que, comme je le disais, Friedrich Merz a avancé par rapport à l'idéologie de son parti chrétien-démocrate sur les questions de finances. Il a quand même assoupli les règles budgétaires nationales très strictes, du frein à l'endettement, etc. Et il l'a fait même avant d'arriver au pouvoir. C'est peut-être ce qu'il paye aujourd'hui. C'est-à-dire, il a fait voter l'ancien Parlement pour ce paquet énorme. Et donc, on a considéré qu'il ne jouait pas le jeu parce qu'il ne jouait pas avec les gens qui venaient d'être nouvellement élus. C'est peut-être ce qu'il paye aussi aujourd'hui. Et sur les droits de douane des Américains, il a eu quand même une révélation sur cette dépendance de l'Allemagne à l'atlantisme, cette nécessité pour l'Allemagne de toujours se voir comme le frère cadet des États-Unis qu'il protégerait indéfiniment et qui, du coup, ne l'obligeait pas à prendre en main sa propre défense. C'est la première économie européenne, l'Allemagne. Ils sont à 24% de PIB de l'Union pour 16% pour la France. Vous voyez quand même le différentiel. Et là, il a dit,
on va prendre notre destin en main, on va le prendre sur le plan économique, sur le plan de la défense, on va passer nos dépenses à 3% du PIB, c'est-à-dire que vraiment on va faire un effort, c'est le cas de le dire, de guerre. Et surtout, c'était, vous le disiez très bien, un homme qui était dans un soutien sans faille à l'Ukraine. Et ça, c'est vraiment important dans ce momentum, vraiment, j'ai envie de dire, de ces 15 jours qui sont en train de s'écouler. Parce qu'en même temps, on a des élections en Roumanie, avec peut-être l'élection d'un président qui va être pro-russe. On a des élections en Pologne, avec l'inquiétude du retour au pouvoir d'un parti ultra-conservateur pro-russe. On a en effet un Viktor Orban qui met des bâtons dans les roues de l'Union européenne sur la guerre en Ukraine non-stop, et on a peut-être un Robert Fico en Slovaquie. Pour l'instant, on a réussi à l'endiguer, mais qui va rallier ce camp-là. Donc, s'il y a 3-4 opposants à une aide substantielle en Ukraine, à l'envoi de troupes sur le terrain, dans une coalition des volontaires, où l'Allemagne aurait été volontaire, d'ailleurs, probablement, et si tout cela n'est pas résolu dans les 15 jours à venir, on voit bien que ça pose un problème dans la résolution même du conflit. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, un coup de théâtre qui va être extrêmement lourd de conséquences pour l'Europe. Coup de théâtre, donc, je vous rappelle cette information. On vit l'actualité en direct. Friedrich Merz a donc échoué à être élu au premier tour chancelier de l'Allemagne, en dépit de son accord de coalition. Il lui a manqué. Il a obtenu 310 voix sur les 621 exprimées, 21 exprimées exactement. Il lui en fallait 316 pour être élu. Il a donc manqué de 6 voix. Et on essaie d'explorer en direct avec vous sur ce plateau les raisons de cet échec. Nouveau vote dans 14 jours. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'éléphant dans la pièce, la question de l'extrême droite. Au début du mois de mai, les services de protection de la Constitution allemande ont classé l'AfD comme organisation d'extrême droite avérée. Est-ce que et Merz, s'il avait été élu chancelier ou s'il est élu chancelier, devait se prononcer là-dessus? Est-ce que cette question de l'extrême droite allemande, le fait que le cordon de sécurité ait sauté récemment chez les conservateurs sous impulsion de Merz, est-ce que ça a pu jouer effectivement, Paul Maurice? Alors de toute façon, l'extrême droite n'aurait pas voté pour Friedrich Merz. Non, mais le rapport des conservateurs à l'extrême droite allemande, est-ce que ça a pu jouer dans la défection peut-être de députés? Ça a pu jouer dans la défection de députés. Il y a eu un grand débat récemment qui était impulsé par des députés chrétiens-démocrates, qui était: est-ce que l'on ouvre les portes des postes à responsabilité du Bundestag aux députés de l'extrême droite de l'AfD? Jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, l'AfD est représentée au Bundestag depuis 2017. Il n'avait aucun poste, présidence de commission, c'est arrivé une fois, puis le président a été démis pour des propos antisémites, et il n'y avait pas de poste de vice-président du Bundestag. Donc l'extrême droite était tenue à l'écart par ce cordon sanitaire. Aucun parti ne votait pour qu'il ait ses responsabilités. Et puis, le débat est arrivé récemment, des députés, je pense à Johann Wadephul, qui devrait devenir ministre des Affaires étrangères, qui évoquait l'idée que peut-être il devrait y avoir des commissions pour l'extrême droite, ils sont là, faisons avec eux, etc. Et donc ça va peut-être relancer le débat et conduire d'une certaine manière l'extrême droite à se positionner, à gagner cette bataille idéologique en disant: regardez, nous sommes centraux et vous ne pouvez pas faire sans nous. Et la logique serait, elle va draguer d'une certaine manière les chrétiens démocrates, la logique serait que vous fassiez alliance avec nous et non pas avec ces sociodémocrates qui, regardez, obtiennent beaucoup plus que ce que leur score ne leur permet d'avoir, qui vous impose des choses que vous ne voulez pas sur les questions sociales, qui ne sont pas dans votre ADN. Nous sommes davantage compatibles. Et ça a déjà été le cas. Il y a eu déjà des tentatives à l'échelle régionale. On pourrait revenir sur la Thuringe en février 2020, où il y avait eu un accord de facto entre l'extrême droite et les chrétiens démocrates pour faire élire un libéral à la tête du Land contre la coalition de gauche. On a des alliances à l'échelle locale, alors peut-être plus pragmatiques, parce qu'il faut bien faire tourner la ville, il faut bien faire ramasser les ordures et payer les agents municipaux. Mais en tout cas, on voit que les choses avancent et que l'extrême droite gagne petit à petit cette bataille idéologique qu'elle a engagée. Parce que c'est une bataille idéologique que l'extrême droite veut gagner. Et ça, le SPD ne peut pas l'accepter. C'est-à-dire que pour le SPD, les sociodémocrates sont pour le maintien de ce cordon sanitaire. Ils l'ont dit, redit, ils avaient été outrés des mouvements de Friedrich Merz en direction de l'extrême droite pour ce qui est de faire voter des lois sur la migration. Ils sont probablement pas très contents non plus du chapitre sur la migration qui est dans le contrat de coalition
c'est une politique beaucoup plus restrictive. C'est pas du tout sur les bases d'Angela Merkel. Là, franchement, là aussi, on voit que c'est une rupture nette avec la précédente chancelière, et qui était celle qui avait, en 2015, géré cette crise des réfugiés en ouvrant les portes de l'Allemagne. Là, c'est la fermeture des portes, le verrouillage. D'ailleurs, ça devait entrer en vigueur dès aujourd'hui, des contrôles renforcés aux frontières, des refoulements. On était loin, effectivement, du Wirtschaftswunder de la chancelière Merkel. 2015, Patrick Martin-Genier, l'Allemagne vit, comme le disait Caroline, cette montée de l'extrême droite, comme on la connaît, j'allais dire en Roumanie, mais ici en France, dans nombre de pays européens. Oui, tout à fait. C'est une montée. On a l'impression que c'est une montée irrésistible de l'extrême droite. Sauf que l'Allemagne a bien sûr une histoire particulière. Elle a une histoire particulière parce qu'on sait très bien que dans les rangs de l'AfD, il y a des ex-admirateurs du nazisme, d'Hitler. Il y a beaucoup d'antisémites. Vous savez, l'extrême droite, on ne la refait pas. Il y a toujours un fondement de l'extrême droite et il y a donc encore des admirateurs des nazis, des néo-nazis dans ce parti. On n'oublie pas qu'on est à l'avant-veille des 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. Il n'en demeure pas moins, mais comme dans l'extrême droite en France, on sait très bien que les ex-partisans de Jean-Marie Le Pen, il y en a encore. Il a été condamné à de multiples reprises pour des propos antisémites. Donc il y a toujours une sorte de creusot de l'extrême droite qui persiste, bien qu'elle essaye d'avoir un visage plus respectable. On le voit bien sur le débat en France. Il n'en demeure pas moins qu'Alice Weidel, la chef de l'AfD, a fait avancer ses idées à tel point, vous l'avez dit, que, elle a accordé ses voix à Friedrich Merz sur une délibération, même non décisoire, sur l'immigration avant les élections. Cela a été largement reproché à Friedrich Merz. Et d'ailleurs, cela n'a pas été sans conséquence, car il n'a pas obtenu les 30 ou 35% des voix qu'il aurait souhaité. Et par ailleurs, cela a fait que peut-être que le SPD n'a pas été assez combatif sur ce point, à tel point que le parti de la gauche radicale Die Linke a gagné beaucoup de points, beaucoup de députés également au Bundestag. Donc, effectivement, on a cette extrême droite qui est incontournable. Quant au poste, quand vous avez un parti politique qui a 152 sièges au Bundestag, largement devant le SPD, soit le deuxième parti politique au Parlement allemand, vous vous dites comment est-ce possible d'exclure un tel parti des responsabilités parlementaires. Donc, la question d'Allemagne est la même que celle qu'on a entendue ici en France, oui, Paul Maurice, il y a quelques mois. Sur la question de l'AfD, sur la question de ce vote, on peut revenir dessus, du mois de janvier, sur cette résolution non législative sur l'immigration, il faut aussi voir les choses et la manière dont renversons un peu le regard. Regardons ce que l'extrême droite fait et non pas ce que Friedrich Merz a mal fait de manière complètement, aléatoire, sans vraiment y réfléchir. Pourquoi l'extrême droite vote pour cette résolution qui ne lui convenait pas, en fait, dans le fond, malgré tout, elle trouvait ça trop mou par rapport à son programme. Mais elle va voter quand même pour ça. C'est une manière de déstabiliser le système politique et on voit les conséquences aujourd'hui. En votant pour cette résolution, elle fait passer Friedrich Merz pour un dangereux fasciste pour les électeurs de centre-droit ou de centre-gauche. Et puis Friedrich Merz dit mais non, regardez, j'ai essayé de négocier avec les sociodémocrates et les Verts. Et comme ça, la droite ou l'extrême droite peut dire mais regardez, ce n'est pas un conservateur. Et donc l'objectif de l'extrême droite, c'est de déstabiliser son dernier obstacle, qui est le Parti chrétien-démocrate, qui est ancré localement, et donc de réduire un peu comme une peau de chagrin ce parti. Sur la question de la montée de l'extrême droite, il faut aussi relativiser les choses en Allemagne, être un peu plus dans les territoires. Si on regarde la montée de l'extrême droite, ce sont des chiffres impressionnants pour l'Allemagne, avec le passé qu'on lui connaît. Mais regardons la différence Est-Ouest. À l'Est, on a un parti qui est dans la norme européenne, si j'ose dire, plus de 30% des voix, ce qui est à peu près le score du Rassemblement national aux dernières élections européennes. À l'Ouest, ce parti a des grands succès, bien sûr, mais pas aussi importants. Pourquoi ? Parce que dans l'Allemagne de l'Ouest de l'après-Seconde Guerre mondiale, on a construit des pare-feux contre l'extrême droite. On a construit un système démocratique qui s'appuie sur des valeurs, qu'elles soient au sein des syndicats, au sein des églises catholiques ou protestantes, au sein de la presse. Et donc, on a ce vrai travail de mémoire qui a été fait. Alors, qui est difficile aujourd'hui parce que des gens n'ont plus forcément le passé, etc. Les plus jeunes ne se sentent pas responsables de ça. Et puis, un travail de sape mené par des idéologues aux États-Unis, mais aussi en Europe ou en Russie, contre
ce travail de mémoire. Mais l'Allemagne de l'Ouest a résisté un peu à ça. Et paradoxalement, c'est ça qui a le plus choqué, c'est que Friedrich Merz était censé en être le porteur. Il vient de l'Ouest et il n'a pas respecté ce contrat. Et ça pose un problème dans le contrat politique en Allemagne d'une manière générale. Et on voit qu'il a une faiblesse sur ce plan-là. On évoquait tout à l'heure les relations entre l'Allemagne et les États-Unis. On se souvient que c'était à Munich, en Allemagne, que J.D. Vance, le vice-président américain, avait fait la leçon aux Européens sur la défense, soi-disant, de la liberté d'expression. Les Américains qui observent de très près cette question d'éventuellement interdire l'AfD suite à la décision des services de protection de la Constitution. Ça joue beaucoup aussi ce que disent les Américains de la situation. Oui, alors ce discours de J.D. Vance devant la conférence de Munich, il avait été aussi très fondateur en fait. Et le seul qui avait rétorqué de façon absolument intransigeante, c'était précisément Boris Pistorius, donc le ministre de la Défense allemand, qui avait tout de suite pris la mesure de cette volonté d'entrisme idéologique très profonde et surtout de déterminer les nouvelles règles géopolitiques globales à la Trump, c'est-à-dire en faveur de America First seulement. Et ça c'est vrai qu'il avait dans ce sens-là immédiatement répliqué parce qu'il y avait vu l'importation de l'idéologie MAGA sur le sol et l'imposition même sur le sol européen, c'est-à-dire vous ne pouvez pas penser ce que vous voulez, faire les accords de commerce que vous voulez, on vous tient on vous tient littéralement entre nos mains. Et ça avait été quand même véritablement un révélateur. C'est un moment, je crois, très critique pour les Allemands globalement, parce que ça s'est passé sur leur sol et ils ont pris conscience que l'ami américain était plus si amical que ça. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, moi, dans cette élection un peu surprise, c'est que il a manqué, en effet, une dizaine de sièges et qu'on va compter parti par parti qui n'a pas répondu à l'appel. Et je pense qu'il y aura une sanction quand même assez sévère aussi dans les sondages sur celui qui n'a pas mis en route une coalition qui était nécessaire et qui donc laisse dans cet état d'attentisme et de blocage peut-être l'Allemagne. Effectivement, peut-être que le SPD, la base, n'était pas tout à fait d'accord ni raccord avec l'accord de coalition. Peut-être qu'ils ont des reproches plus personnels en la personne de Friedrich Merz. Mais tout de même... Les premières informations qu'on a, ce serait effectivement des élus du SPD, sans surprise, qui ne seraient pas rangés sur les accords de coalition, Caroline. Qui voilà. Pas pour, donc, en effet, il y a beaucoup de choses, les postes, l'orientation politique qui ne plaît pas au SPD. Mais c'est une responsabilité quand même assez historique. Après une coalition qui, franchement, a tiré à U et à dia pendant des années et qui n'a pas été capable d'avoir une politique sereine de l'Allemagne géopolitiquement, économiquement, etc. On a l'impression d'avoir trois gouvernements. Il y a le gouvernement social-démocrate, le gouvernement des Verts et le gouvernement des libéraux. Et ils étaient en accord sur à peu près rien. Et ça a été vraiment une période assez angoissante pour l'ensemble de l'Europe. Là, il y a quand même une responsabilité assez historique du SPD de mettre finalement dans une impasse ce gouvernement nouveau dont l'Europe attendait beaucoup. Donc, si vous nous rejoignez sur France 24, je vous rappelle cette information, c'est inédit dans l'histoire récente de l'Allemagne. Le chancelier Friedrich Merz n'a pas réussi à être élu dès le premier tour, en dépit d'un accord de coalition avec le SPD. Visiblement, on fait défection plusieurs élus des sociaux-démocrates. Responsabilité, Patrick Martin-Jeunier, forte du SPD, comme le disait Caroline à l'instant? Oui, absolument, mais je crois qu'on a envie une crise du système politique allemand, parce que traditionnellement, lorsqu'il y a un contrat de coalition, vous savez, moi, traditionnellement, je compare ça à un contrat de notariat. Il y a un chancelier, il est notaire, il est comptable de tout ce qui a été émis dans la coalition, et tout marche, même si on n'a pas de charisme, parce que finalement, Scholz n'avait absolument aucun charisme. Merz n'en a pas plus, mais voilà, on signe un contrat de coalition, et à partir de là, on le respecte. C'est ça la tradition politique allemande. Alors, on parlait des sociaux-démocrates récemment. L'Assemblée, les militants ont voté, les militants du SPD ont voté à 85% pour cette coalition. Les Jusos, les jeunes socialistes, étaient un
peu contre, étaient un peu différents, mais ils ont quand même voté globalement pour cela. Du coup, ça devient compliqué à comprendre. Oui, non, mais voilà. Néanmoins, avec une participation de 50%. C'est-à-dire que ceux qui étaient contre ne se sont pas forcément exprimés. Voilà. Et donc, il y a quand même, on voit bien ici des élus, des députés sociodémocrates qui finalement ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé. Et donc, ça veut dire qu'ils risquent à tout moment de faire échouer des projets législatifs. On est dans une crise politique, dans une impasse, une crise du système de représentation politique allemande où le contrat de coalition, finalement, eh bien, ce n'est pas la panacée. Oui, ce qui ne veut pas dire que si d'ici 15 jours, parce que le vote peut avoir lieu entre maintenant et 15 jours, finalement, on arrive à se mettre d'accord sur un chancelier, Merz ou autre, ça ne veut pas dire que la coalition, si elle a lieu effectivement, parviendra à mettre en place ce que Merz a promis, Paul Maurice. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une question de personne ? En partie, probablement. Une question de positionnement politique. Il faut aussi regarder qui sont ces députés sociodémocrates. Est-ce qu'il y a des enjeux locaux dans leur circonscription, dans leur Länder aussi, parce que chacun joue aussi une double partition, l'échelle locale et l'échelle fédérale. Et surtout, ça sème le doute. Il y a une épée de Damoclès qui, dès aujourd'hui, va peser sur cette coalition, même si on arrive à faire élire Merz ou un autre chancelier, cette coalition est très fragile. Et elle va avoir du mal à être légitime. D'une certaine manière, ça me rappelle un peu l'élection présidentielle de 2022 en France, où on attendait beaucoup une relance, un deuxième mandat, et puis l'élection législative fait qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le parti présidentiel, et donc on est dans une situation intermédiaire avec toutes les difficultés qu'on a connues ensuite. Eh bien, c'est un peu la même situation que l'Allemagne connaît aujourd'hui. Ouais, nos deux pays ont beaucoup de points communs, Caroline, y compris dans la crise de gouvernance. Quand même une coalition qui éclate le lendemain de la formation du programme de gouvernement, c'est quand même pas très long. Plus fort que la France. C'est pas très long quand même. Alors en plus, on nous a expliqué, alors tous les experts constitutionnalistes, y compris allemands, nous ont expliqué que c'était beaucoup mieux, parce que quand on faisait coalition à 3, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait vraiment trop ménager de sensibilité. Là, on n'est qu'avec les chrétiens démocrates et les sociodémocrates. D'autant que c'est une coalition, pardon, pour ceux qui sont néophytes de l'Allemagne, c'est une coalition que connaissent les Allemands, c'est une coalition assez traditionnelle. La coalition noire-rouge, la grande coalition, elle est très traditionnelle en Allemagne, et d'ailleurs elle fonctionne très bien. De toutes les coalitions d'Angela Merkel, c'était celles qui ont le mieux fonctionné. Mais alors qu'est-ce qui a changé? C'est parce que l'Allemagne n'arrive pas à faire le deuil d'Angela Merkel? Les scores beaucoup plus faibles, les scores beaucoup plus faibles. Alors le leadership d'Angela Merkel, on a l'impression effectivement quand on regardait Angela Merkel sur notre télévision, on a beaucoup diffusé par exemple que c'était pas une femme très très forte, etc. Mais enfin bon, elle avait cette capacité à gérer les différents partis de ces coalitions, parce qu'elle a eu plusieurs types de coalitions, et on avait l'impression que c'était la plus stable. On a toujours dit que la grosse coalition, c'était la plus stable en Allemagne. La différence quand même qui est assez notoire, c'est que les scores sont beaucoup plus faibles déjà des deux grands partis, et ça donc on l'a dit, on est à 45%, c'est peu, c'est un historique bas. Il n'a pas remporté les élections, Friedrich Merz, de façon très très spectaculaire, et le SPD est historiquement très très bas, et franchement en effet Olaf Scholz l'a beaucoup décrédibilisé, et donc elle est faible. Et puis la deuxième, en effet, alors vous disiez des enjeux locaux, des députés qui négocient en sous-main tel ou tel rallonge pour leur propre land. C'est tout à fait possible en effet, mais je le dis, quelle responsabilité devant l'histoire de tous ceux qui ont voté contre. Patrick Martin-Genier. Oui, on a aussi, nous n'avons pas parlé des Verts, les Verts qui se sont considérablement affaiblis, les écologistes. Madame Baerbock a été une bonne ministre des Affaires étrangères, Monsieur Habeck qui était ministre vice-chancelier, qui ont déçu également et donc qui ont baissé considérablement. On aurait pu envisager que la coalition soit élargie aux écologistes. Malheureusement, l'échec patent des Verts et des écologistes fait que cela n'a pas été possible, et que Monsieur Habeck lui-même a dit qu'il avait décidé de quitter la vie politique. On verra ce qu'il en est. En tout cas, les Verts seront dans l'opposition. Donc on voit bien que d'ores et déjà, oui, il y a des difficultés sur le point de cette coalition. Et donc voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que le sentiment en Allemagne, en réalité, c'est qu'avec ces élections, on avait voté pour le changement
Et ils ont eu l'impression, avec ce contrat de gouvernement, qu'on était dans la continuité. Et c'est ça, aujourd'hui, la principale difficulté. Les sociodémocrates ont négocié ce qu'ils souhaitaient. Vous avez parlé des retraites, des salaires, etc. La CDU-CSU a négocié pour la réduction de la dette, la réduction de la fiscalité. Tout cela est complètement incompatible et on a l'impression d'une sorte d'arrangement politique qui fait qu'en réalité, ce gouvernement, Friedrich Merz, n'a pas compris que les Allemands souhaitaient le changement. Paul Maurice, pour conclure, c'est une crise politique grave que connaît l'Allemagne. Vous allez dire ce que vous en pensez. On le rappelle que c'est inédit dans l'histoire de l'Allemagne qu'un chancelier, en dépit d'un contrat de coalition, n'arrive pas à se faire élire. Et on l'a dit rapidement, quand l'Allemagne va mal, le couple franco-allemand ne va pas mieux. Et c'est toute l'Europe qui en paye les conséquences. Oui, tout à fait. On avait, ça a été dit à plusieurs reprises, beaucoup d'attentes sur ce renouveau du franco-allemand, sur le fond comme sur la forme. Mais on a un président de la République, ça a été dit également, qui n'a plus que 2 ans, enfin presque moins de 2 ans, comme on va rentrer en campagne quelques mois avant l'élection présidentielle de 2027. Donc finalement, ça va arriver trop tard. Et tout ceci va nous repousser jusqu'à l'été. On reviendra sur les tarifs de Donald Trump. On va avoir un modèle économique allemand, des marchés financiers qui vont faiblir, qui ne vont plus faire confiance dans cette capacité de Friedrich Merz à relancer l'économie. Il avait promis 2% de croissance, c'était dans son programme, avec différentes mesures, peut-être un peu choc, mais en tout cas qui étaient celles du changement, qui sont un peu moins visibles dans ce contrat de coalition. Sur l'aspect historique, effectivement, on arrive à l'échelle fédérale qui avait été épargnée jusque-là, à la situation à laquelle on assiste dans les Länder, où les majorités se font en fonction des circonstances, encore plus à l'Est, où on a des majorités anti-AfD qui sont brinque-ballantes, qui sont complètement contradictoires, contre nature parfois, et peut-être qu'on va en arriver là à l'échelle fédérale. Vous évoquiez les Verts, une coalition à 3 avec les Verts relèguerait l'opposition uniquement à des partis radicaux. L'avantage, si j'ose dire, avec les Verts dans l'opposition, c'est qu'on a un parti de centre-gauche traditionnel dans l'opposition, et que la voix de l'opposition est aussi démocratique. Et c'est ça qui était important. Si les Verts doivent rejoindre cette coalition à terme, on a une coalition à 3, puisque ce sera le seul plan possible dans 4 ans, ou même s'il y a des élections anticipées, eh bien, ça ouvre encore plus la voie à l'extrême droite, qui sera le seul parti à se présenter comme l'alternative, pardon pour ce mauvais jeu de mots, à ce gouvernement qui est considéré comme le gouvernement des élites. On se demandait tout à l'heure si Friedrich Merz était l'homme qui tombait à pic. Eh bien, il est tombé tout court pour l'instant. Merci infiniment à tous les 3 d'avoir participé à cette discussion percutée par cette actualité. Donc, on le rappelle, Friedrich Merz, donc le chef des conservateurs allemands, qui a échoué à être élu chancelier ce matin. Prochain vote entre maintenant et 14 jours à suivre. Donc, merci infiniment encore. Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama? Caroline de Camaret, merci beaucoup. Mon petit doigt me dit qu'on va vous entendre beaucoup sur cette antenne aujourd'hui. Après cet événement politique majeur, on se quitte un quart d'heure et on se retrouve pour la suite de l'info. À tout à l'heure.